Bien, bonjour tout le monde. Magali Girard, je suis la directrice du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale qui coordonne les centres de données de recherche de microdonnées de Statistique Canada au Québec. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un de nos midi-webinaires dont l'objectif généralement est de présenter des ensembles de données qui sont disponibles dans les centres de données de recherche et présenter la méthodologie et quelques résultats. Puis il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Bana Amba de Statistique Canada qui va nous parler de l'enquête canadienne sur la cybersécurité et le cybercrime qui a été complétée en 2021. Bana est économiste à Statistique Canada et au sein du Centre pour le développement et le partenariat de données technologiques. Et donc, c'est ça, Bana va nous présenter donner les informations qui ont mené à la mise en place au développement de cette enquête-là, puis les procédures, quelques informations sur les procédures d'accès à ces données-là. Donc, notre format de midi-webinaire est toujours le même. C'est une présentation de 25-30 minutes environ, suivie d'une période de questions là, que je vais animer. Et puis, on termine à 13 heures. Comme vous l'avez vu, la présentation est enregistrée et va être rendue disponible rapidement sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est ça. Puis, Pascal, notre coordonnatrice en communication, va s'occuper de faire circuler cet enregistrement-là sur nos réseaux sociaux là, pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent visionner. Donc, c'est ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Puis, je vous remercie. Merci, Bana, d'être présente pour la présentation. Je ferme la caméra et je vous laisse. Merci encore une fois, Magali. Merci de me donner de la parole. Je vais lancer mon écran et vous allez me faire savoir si vous pouvez le voir, voir la présentation. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Super. Donc, comme Magali l'a mentionné, mon nom est Bana. Avant de commencer, je tiens à remercier énormément le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale de m'avoir donné cette plateforme pour vous présenter les résultats de l'enquête canadienne sur la cybersécurité et le cybercrime. Donc, dans cette présentation, on va voir quelques informations de l'itération 2021. Voici le plan d'action que je vous propose pour aujourd'hui. On verra quelques informations sur l'enquête. Et puis, je parlerai aussi de la collecte de données, comment elle s'est faite pour notre enquête. Et ensuite, nous allons voir quelques analyses et tendances suite aux données de l'itération 2021. Et puis, quelques informations pour accéder aux données, donc aux microdonnées, si cela vous intéresse. Débutons avec notre enquête. L'enquête canadienne sur la cybersécurité et cybercrime est une enquête tout d'abord qui est menée au sein des entreprises. Donc, ceci est mené dans le but de mesurer l'incidence de la cybercriminalité sur les entreprises canadiennes et aussi dans le but d'élaborer des politiques et des programmes qui aideront à renforcer la résilience des entreprises canadiennes à l'égard de la cybercriminalité. Et donc, cette enquête, elle recueille essentiellement des informations sur les mesures mises en place par les entreprises en matière de cybersécurité, les types d'incidents de cybersécurité qui ont des répercussions sur les entreprises, y compris des rançongiciels. On recueille aussi des informations sur le coût associé à la prévention et au rétablissement des incidents de cybersécurité. Cette enquête, nous l'avons lancée en 2017 en partenariat avec Sécurité publique Canada. Donc, avant l'année 2017, il n'y avait pas vraiment de bonnes sources de statistiques sur la cybersécurité qui soient représentatives de l'ensemble de l'économie. Et donc, Statistique Canada s'est mis en partenariat avec Sécurité publique Canada pour remédier à ces manques de données en créant cette enquête sur la cybersécurité et le cybercrime. Et donc, depuis lors, l'enquête est collectée chaque 2 ans, donc avec l'année de référence 2021 qui était la plus récente. Donc, présentement, nous n'avons pas encore une enquête sociale qui est axée complètement sur la cybersécurité, cybercrime, mais quand même, nous avons une enquête sur l'utilisation de l'Internet qui comporte quelques questions sur la cybersécurité et le cybercrime,
mais la plupart des sujets dans cette enquête portent sur d'autres préoccupations. Donc, par rapport à notre population cible, la population cible de notre enquête provient du registre des entreprises de Statistique Canada. Ce registre est une base de données d'informations sur la population des entreprises canadiennes et elle sert également elle sert aussi de cadre pour la plupart de nos enquêtes que nous menons auprès des entreprises. Ce registre est assez représentatif parce qu'il dérive de données financières, des données fiscales, pardon, parce que les entreprises canadiennes, elles doivent déclarer leurs impôts et nous sommes ainsi à mesure de disposer d'un bon registre de toutes les entreprises qui opèrent au Canada et qui sont engagées dans la production de biens et des services. Donc, notre enquête, en gros, elle couvre les entreprises de 10 employés et plus. Donc, nous couvrons les entreprises de 10 employés et plus parce que la raison est que nous ne voulons pas mettre un lourd fardeau sur ces plus petites entreprises au Canada. Mais quand même, cette décision est toujours remise en cause. Nous essayons de voir comment faire pour les itérations qui viendront pour inclure ces plus petites entreprises et les couvrir dans cette enquête. Donc, notre échantillon aussi, elle comprend les entreprises se trouvant dans presque tous les secteurs. Il y a quelques secteurs qui font exception, qui ne sont pas inclus dans l'enquête. Et donc, avec ces deux restrictions, nous avons une taille de la population cible de 188 359 entreprises et avec une taille d'échantillon final de 12 158 entreprises. Voyons voir maintenant comment s'est fait la collecte et puis les traitements de données. Notre collecte de données, pour l'itération 2021, s'est déroulée de janvier 2022 à mars 2022. Et ces données se sont collectées au moyen d'un questionnaire électronique. Donc, en gros, nos répondants, ils reçoivent un courriel et dans ce courriel, il y a un lien vers l'application du questionnaire électronique. Et c'est ainsi qu'ils peuvent remplir le questionnaire et nous faire parvenir leurs réponses. Mais dans d'autres cas, il y a des répondants qui demandent s'ils peuvent ils peuvent remplir les questionnaires par appel téléphonique. Et donc, nous aurons un enquêteur qui va les appeler et qui va les aider à remplir le questionnaire. Et l'enquêteur sera celui qui va noter les réponses à l'aide d'un ordi. C'est ce qu'on appelle un interview téléphonique assisté par ordinateur. Et puis, nos répondants, ils peuvent aussi répondre les questionnaires en anglais ou en français. Donc, le questionnaire lui-même, il est disponible en anglais et en français. Puis, les enquêteurs aussi sont bilingues. Et donc, cela fait que notre taux de réponse était de 73% pour l'itération 2021, bien que notre enquête soit quand même obligatoire. Il y a pas mal des étapes qu'on peut faire ou des actions qu'on peut faire pour inciter aux entreprises de répondre à temps à notre enquête. Donc, c'est pour cela le taux de réponse est en dessous de 100%, mais nous considérons qu'un taux de 70 à 80% est comme étant assez bon pour les enquêtes qui sont menées auprès des entreprises. Donc, le taux de 73% est assez bon pour cette enquête. Donc, les autres étapes que nous faisons pour traiter nos données, donc tout au long de la collecte, les données sont évaluées à l'aide de règles logiques et d'un suivi par enquêteur. Donc, pour notre questionnaire, il est conçu de façon qui soit assez logique, dépendamment de comment nos répondants vont répondre au questionnaire. Le questionnaire en soi, il est logique pour savoir qu'il y a certaines questions qui peuvent s'appliquer ou ne pas s'appliquer aux répondants. Donc, si un répondant dit que leur entreprise n'a pas subi des incidents de cybersécurité, le questionnaire en soi, il est assez logique pour ne pas poser des questions par rapport au coût de recouvrement après un incident de cybersécurité parce qu'il comprend que ce n'est pas une question qui sera applicable aux répondants. Donc, et puis, dans des cas un peu rares, on a un enquêteur qui fait un suivi avec les répondants pour compléter le questionnaire et faire des vérifications pour s'assurer que les réponses sont cohérentes. Donc, pour certaines questions dans notre enquête, les données sont soumises à un processus de vérification préliminaire lorsque les répondants y complètent l'enquête. Et c'est là effectué au moyen d'une série de contrôles programmés dans le questionnaire électronique, c'est-à-dire qu'une réponse particulière qui semble ne pas être
cohérente ou ressembler aux réponses précédentes, il y aura un message d'avertissement qui s'affiche souvent sur l'écran et fait savoir au répondant qu'il y a un souci avec la réponse et lui donne l'occasion de modifier la réponse qui a été fournie. Et après la période de collecte de données, il y a aussi divers types de vérifications qui sont effectuées pour atténuer les divers types d'erreurs qui peuvent avoir lieu. Notamment, on a des erreurs dans les cheminements du questionnaire et ceci est dû lorsque il y a des questions qui s'appliquent à un répondant, mais le répondant n'a pas répondu à ces questions. Donc, lorsqu'il y a des questions qui ne s'appliquent pas aux répondants, disons, mais ils ont répondu aux questions qui ne s'appliquent pas à eux. Puis, il y a des erreurs aussi qui sont liées à l'absence de réponse. Donc, ça veut dire qu'il y avait des questions qui s'appliquaient aux répondants, mais ils n'ont pas répondu. Et on a aussi des erreurs qui sont il y a des erreurs qui incluent des valeurs qui sont assez élevées, des valeurs aberrantes. Donc là, on les traite différemment, soit en remplaçant manuellement les données à l'aide de réponses de questions connexes ou en imputant ces données. Donc, on va voir un peu l'imputation et puis les autres processus qu'on prend pour traiter nos données et s'assurer qu'elles sont cohérentes. Et, donc, pour le processus de la pondération en soi, elle veut dire elle consiste que chaque unité de l'échantillon représente non seulement elle-même, mais aussi plusieurs unités de la population de l'enquête. Donc, cela veut dire que chaque unité dans notre microdonnée est associée à un poids. Et le poids de cette unité fait référence au nombre moyen d'unités de la population que chaque unité échantillonnée représente. Pour rendre cela facile, ça veut dire que chaque entreprise dans l'échantillon répond à l'enquête pour un certain nombre d'entreprises dans la population. Donc, il y a plusieurs facteurs que nous tenons en compte pour donner un poids à l'unité dans l'échantillon. Notamment, il y a les secteurs d'activité qui est important et aussi la taille de l'entreprise qui permet de déterminer le poids de l'unité dans notre échantillon. Il est important pour les utilisateurs de nos microdonnées d'appliquer les poids d'échantillonnage appropriés parce que le questionnaire en soi n'est pas autopondéré. Donc, si les poids appropriés ne sont pas utilisés, les estimations les estimations dérivées ne peuvent pas être considérées comme représentatives de la population enquêtée. Et on a aussi les poids bootstrap qui sont calculés dans cette enquête et ces informations sont aussi disponibles pour tout chercheur intéressé. Donc, c'est un peu le processus de pondération. Maintenant, pour le processus de l'imputation, ce processus est en gros utilisé pour attribuer des valeurs qui manquent dans notre fichier de microdonnées. Donc, s'il y a une valeur qui manque, on va attribuer une valeur de remplacement à ces valeurs manquantes. Et l'objectif de ce processus est d'établir des enregistrements de données qui sont cohérentes à l'interne et qui fournissent de bonnes estimations agrégées. Donc, la pondération ainsi que l'imputation, elles nous permettent de traiter deux types de non-réponses. Il y a la non-réponse totale. Donc, la non-réponse totale, en gros, ça a lieu quand le répondant ne fournit pas l'ensemble minimal de réponses. Donc, il y a un certain nombre de questions auxquelles un répondant doit répondre pour demeurer dans l'échantillon de notre enquête. Et s'il ne répond pas à ces certains nombres de questions, ils seront retirés de l'échantillon et le poids qui lui était attribué sera redistribué à d'autres unités dans notre échantillon. C'est là où on utilise la pondération, car on supprime les enregistrements des réponses de cet répondant et on le traite comme s'il n'avait jamais rempli les questionnaires. Maintenant, pour la non-réponse partielle, cela survient lorsque les répondants dépassent le nombre minimal de questions auxquelles il aurait dû répondre, mais il n'a pas fourni toutes les réponses aux questions qui lui sont applicables. Donc, dans ces cas-là, il y a quand même des questions qui sont applicables aux répondants, mais il n'a pas fourni des réponses. On va traiter cela par imputation. Donc, c'est là qu'on va remplacer les réponses manquantes avec les réponses des questions connexes. Ça en est un peu de comment le processus de traitement de données s'est fait pour se rassurer que les données sont cohérentes à la fin.
Pour ce qui en est de la diffusion maintenant de données, donc avant la diffusion et la publication de toute estimation établie à partir de l'enquête, les utilisateurs devraient premièrement déterminer les niveaux de qualité de l'estimation. Donc, il y a 6 niveaux d'indicateurs de qualité pour cette enquête sur la cybersécurité et cybercrime. Ces niveaux sont excellents. Donc, on voit la lettre A, B pour très bon, C pour bon, D acceptable, et puis E à utiliser avec prudence et trop peu fiable pour être publié, c'est la lettre F. Donc, la qualité des estimations doivent être considérées avant d'être publiées, car les indicateurs de qualité sont seulement applicables aux estimations totales. Il faut aussi noter que toutes les estimations, à l'exception de celles qui sont jugées trop peu fiables, peuvent être publiées, donc les niveaux de qualité F, parce que, donc, comme je disais, à l'exception du niveau F, donc toutes les estimations peuvent être publiées et être diffusées. Toutefois, celles qui sont du niveau E, elles doivent être accompagnées d'un avertissement pour les utilisateurs subséquents. Maintenant, nous allons voir aussi quelques analyses et tendances de données de l'itération 2021. Après avoir fait l'analyse de nos données, on a vu quand même que la pandémie, elle a eu un impact, assez grand sur les activités des entreprises canadiennes. On voit que selon l'enquête sur la technologie numérique et l'utilisation de l'Internet de 2019 à 2021, il y a eu plus des entreprises canadiennes qui se sont engagées dans le commerce électronique et ils ont aussi offert la possibilité de travailler de la maison à leurs employés. Donc, ces deux choses, ça représente des opportunités, oui, mais ça a aussi représenté des risques parce que ça a exposé les entreprises à des nouveaux risques en matière de confidentialité, que ce soit en matière de protection de données ou de cybersécurité. Donc, on va voir maintenant dans les diapositives qui suivent la manière dont les entreprises canadiennes se sont adaptées aux menaces de cybersécurité après la pandémie. On voit que après la pandémie, plus d'entreprises canadiennes sont devenues de plus en plus sensibles à la cybersécurité. Cela veut dire qu'ils ont pris encore plus de conscience de ce que la cybersécurité et les menaces qui surgissent de la cybersécurité. On voit qu'en 2021, 20% des entreprises ont fourni une formation formelle de cybersécurité à des employés non informaticiens, comparé à 17% de l'année 2019. On voit aussi qu'en 2021, 26% des entreprises canadiennes disposaient de politiques écrites en matière de cybersécurité, comparé à 19% en 2019. Et puis finalement, on voit que 39% des entreprises canadiennes ont mené une activité pour identifier les risques pour la cybersécurité selon un horaire précis. On voit ici, c'est comparé à 34% de l'année 2019. Donc, en général, on peut voir que les entreprises, ils ont pris vraiment cette conscience que l'erreur humaine est une source majeure des incidents de cybersécurité et donc ils ont essayé de prévenir cela en donnant l'opportunité à leurs employés de pouvoir gagner de connaissances de ce qu'est la cybersécurité et comment faire pour être plus résilient et plus résilient en tout cas pour que l'organisation soit résiliente en soi. Nous voyons maintenant ici que les entreprises canadiennes ont dépensé encore plus pour la prévention et la détection des incidents de cybersécurité. En moyenne, en 2021, les entreprises, ils ont dépensé 52 000 $ pour prévenir ou détecter les incidents de cybersécurité. Cela a été vraiment une augmentation assez substantielle comparée à l'année 2019. On voit que les grandes entreprises ont dépensé en moyenne 340 000 $ de plus que l'année 2019 pour prévenir toute activité ou tout incident de cybersécurité. Et ici, on définit les grandes entreprises comme étant des entreprises de 250 employés et plus. Et pour les petites entreprises, elles ont dépensé 9 000 $ de plus que 9 000 $ de plus en moyenne que l'année 2019 pour prévenir les incidents de cybersécurité. Et encore une fois ici, pour les petites entreprises, on les définit comme les entreprises ayant 10 à 49 employés. Donc, la protection des informations personnelles
était la raison la plus fréquente qui a été invoquée pour justifier le temps qui est dépensé pour détecter ou prévenir les incidents de cybersécurité, ou l'argent aussi qui a été consacré à mettre en place des mesures de cybersécurité. Là aussi, encore une fois, on voit qu'en 2021, 18% des entreprises canadiennes ont déclaré avoir été touchées par un incident de cybersécurité. Ici, ça a été quand même une décroissance de 3 points de pourcentage que l'année 2019. Et lorsqu'on compare ces statistiques aux statistiques sociales ici de l'enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet, on voit que 70% des Canadiens ont été confrontés à des incidents de cybersécurité en 2022, soit une croissance de 12 points de pourcentage que l'année 2020. Donc, il est important de noter ici que la façon qu'on avait posé cette question, c'était pour mesurer la proportion de pour mesurer la proportion d'entreprises et des personnes touchées par les incidents et non le nombre d'incidents. Donc, les statistiques ici ne touchent pas combien d'incidents ont eu lieu, mais plutôt la proportion des entreprises qui ont été touchées et la proportion d'individus qui ont été touchés par un incident de cybersécurité. Et donc, ces tendances ici, bien qu'elles sont inverses, on peut se dire que elles sont inverses vu que les entreprises, eux, ils disposent plus d'outils pour prévenir ou identifier et intercepter les activités malveillantes comparé à un individu simple dans la société. Et là, on peut voir quand même que ceux qui ont été impactés par les activités malveillantes de cybersécurité, ils ont été profondément touchés. Donc, on voit que le coût moyen de reprise après un incident de cybersécurité en 2021 s'est élevé à 19 000 $ pour toutes les entreprises. Et pour les grandes entreprises, ça s'est élevé à 172 000 $, qui est assez grand. Donc, ils étaient le plus impactés pour les grandes entreprises qui étaient impactées. En tout cas, ça les a coûté beaucoup plus de se reprendre après la pandémie de COVID-19. Voici quelques méthodes que les perpétrateurs de cybersécurité ont utilisées pour commettre des cybercrimes. On voit parmi ces méthodes les rançongiciels, vol d'identité, logiciels malveillants, piratage ou craquage de mots de passe, arnaque et fraude. On voit que pour les tendances de vol d'identité ainsi que de l'arnaque, il y a eu une croissance par rapport à l'année 2019. Mais pour le piratage ou craquage de mots de passe, il y a eu une décroissance un peu. Et ça, c'est une décroissance par rapport aux entreprises qui ont été touchées par les incidents de cybersécurité. Vous pouvez voir ici qu'on n'a pas une comparaison à l'année 2019 pour les rançongiciels parce que avant l'itération 2021, l'enquête ne mesurait pas les rançongiciels de soi. Les rançongiciels faisaient partie d'une catégorie de logiciels malveillantes. Toujours sur ce sujet de rançongiciel, on voit qu'environ 2% des entreprises canadiennes ont été touchées par un rançongiciel en 2021. Et parmi ces 2%, des entreprises touchées, 82 ont dit qu'ils n'ont pas payé des rançons. 13% ne connaissaient pas la valeur de rançon qui a été payée ou ne savaient pas si un paiement a été effectué. 5% ont payé quand même une rançon et la plupart de ces paiements étaient inférieurs à 100 000 $. Et dans la plupart des cas, le paiement de rançon s'effectuait en crypto-monnaie. Une fois encore, ici, on n'a pas de références par rapport à l'année 2019. Il y a quand même quelques défis qui surviennent lorsqu'il s'agit de mesurer les incidents de cybersécurité, mais comme dans notre exemple ici, il y a des défis pour mesurer les incidents pour mesurer en tout cas les rançongiciels. Et vous pouvez voir que les statistiques sur les rançongiciels de notre questionnaire, ils peuvent différer de celles des autres sources pour plusieurs raisons. D'abord parce que notre population cible est assez différente à d'autres sources. Et puis, il y a la réticence à déclarer ici, ce qu'on veut tout simplement dire. Il y a certaines entreprises qui peuvent ne pas se sentir confortables à déclarer qu'ils ont payé une rançon dans une enquête financée par le gouvernement. Et aussi, il y a la présentation de données qui est assez différente entre nous et d'autres sources qui sont disponibles en ligne. Comme on peut voir ici dans cet article, il y a la société de conseil de Dragos qui a révélé qu'il y avait une augmentation de 87% des attaques
de rançongiciel contre les organismes industriels en 2022. Le 87% a l'air un nombre assez effrayant lorsqu'on s'est dit qu'il y a eu une croissance d'attaques, mais lorsqu'on va en profondeur pour voir un peu comment ils ont eu ces 87%, on voit que ces chiffres étaient basés sur une base de données qui montrait qu'une augmentation absolue sur seulement quelques centaines d'incidents au niveau mondial. Donc là, vous pouvez voir un peu pourquoi nos données sont un peu différentes de données qui sont un peu disponibles en ligne parce que notre notre échantillon est assez représentatif et plus large que l'échantillon que les autres sources utilisent en général. Et donc, toujours sur les tendances, la dernière tendance ici, on a vu qu'en 2021, les entreprises qui disposaient de politiques donc, pour prévenir les cyberincidents, ils étaient plus susceptibles d'être touchés par des incidents de cybersécurité que celles qui n'en ont pas. On ne peut pas se dire que c'était une relation qui est causale, mais on peut voir quand même qu'il y a une corrélation entre les deux. Et cette corrélation, c'est peut-être parce que les entreprises ont gagné plus de sensibilité à la cybersécurité et maintenant ils sont mieux placés pour remarquer les incidents de cybersécurité. Et dans d'autres cas, les entreprises qui sont le plus souvent la cible des incidents de cybersécurité sont le plus susceptibles d'adopter les politiques écrites. Donc, c'est pourquoi là, on peut voir qu'il y a une corrélation et non une causalité. Maintenant, passons à l'accès de données. J'aimerais mentionner que nous avons un centre des données de recherche de Statistique Canada et ce centre de recherche encourage et facilite la recherche en utilisant les microdonnées de Statistique Canada dans les installations sécurisées. Donc, les chercheurs universitaires affiliés à une institution partenaire peuvent bénéficier d'un accès gratuit lorsqu'ils mènent des recherches autonomes. Il s'agit simplement de faire une soumission pour avoir accès à nos données. Donc, il y a des critères qui sont quand même visités pour s'assurer que les chercheurs intéressés, ils ont vraiment besoin de ces données et comment ils l'utiliseront, s'ils utiliseront les microdonnées de façon qui est appropriée pour le projet. Il y a une diapositive qui suit, qui a quelques critères que nous regardions, que vous pouvez regarder à votre temps. Nous avons aussi un environnement de fichiers coupables. Cet environnement est un environnement dans lequel les microdonnées d'entreprise sont couplées à diverses sources de données administratives et d'enquête. Donc, encore une fois ici, les chercheurs intéressés doivent indiquer dans leur proposition de recherche comment ils prévoient utiliser l'extraction de données prévues dans le cadre de EFC. Donc, il faut encore une fois soumettre votre demande et elle sera évaluée pour vous faire savoir si vous pouvez avoir accès à nos microdonnées. Donc, ça, c'est quelques critères pour avoir accès à nos données. Comme je l'ai dit, vous pouvez regarder ça par faute de temps. Je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive. On a aussi des listes de tableaux sur la cybersécurité qui sont accessibles. Donc, voici quelques-unes des tableaux qui sont accessibles sur notre page. Il s'agit de prendre le numéro du code et les rentrer sur notre page. J'ai mis un lien dans la diapositive qui suit pour où vous pouvez aller. Et puis, quand vous rentrez dans ces liens, vous pouvez taper le numéro du tableau et ainsi, vous aurez accès à tous les informations, en gros, les chiffres que j'ai partagés avec vous aujourd'hui dans les autres diapositives. Donc, voici quelques liens que vous pouvez voir à votre temps. Et voilà, ça marque la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute et je prendrai quelques questions si vous en avez. Bonjour, merci Bana pour cette présentation. J'invite les gens à poser vos questions, soit lever la main ou bien écrire dans le chat votre question. Merci. Il y a juste une première question là, qui avait été dans le chat au début. Est-ce que c'est possible d'avoir une copie du PowerPoint? Et on parle ici d'un rapport d'enquête, mais je vois que vous avez indiqué là, des numéros de tableau là, qu'on peut aller consulter sur le site de Statistique Canada. Mais pour la copie du PowerPoint, est-ce que ce serait possible de l'envoyer à Pascal, puis on pourrait le mettre sur notre site web? Oui, c'est faisable. Oui, je partagerai avec vous une copie. Parfait. Puis,
pour les demandes d'accès, ceux qui sont pas habitués avec les demandes d'accès aux microdonnées de Statistique Canada, je pense que Bana a donné déjà les grandes lignes des procédures d'accès, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire au SIX, accès@six.org, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Peut-être en attendant, là, si je vois pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, mais peut-être en attendant que les gens réfléchissent à des questions, j'aimerais ça que vous donniez plus d'informations sur les indicateurs de qualité. Je comprends, là, quand on produit des statistiques, bon, selon l'échantillon avec lequel on travaille, tout ça, les indicateurs, que c'est pas toute la même qualité, mais est-ce que c'est la responsabilité du chercheur d'évaluer le niveau de qualité ou c'est l'analyste qui fait les procédures de divulgation, qui va évaluer puis qui va mettre des petits, c'est ça, des petits bémols sur certains résultats? Puis est-ce que si c'est la responsabilité du chercheur, c'est quoi le guide, puis comment outiller le chercheur finalement pour évaluer la qualité des indicateurs qu'il veut publier? Euh, donc, donnez-moi une seconde, je vais juste collaborer avec mon collègue qui s'y connaît beaucoup plus sur cette procédure et puis je vous reviens. Juste une seconde. Ouais. Donc, en gros, on a des guides d'utilisateurs qui sont donnés. Lorsque vous avez accès à nos microdonnées, on vous envoie le microdonnées, le fichier de microdonnées avec un guide, comment utiliser. Donc oui, il y a une responsabilité pour l'utilisateur de s'assurer d'appliquer en tout cas ces lignes directives de qualité. Mais vous pouvez aussi nous consulter si vous n'êtes pas sûr comment les appliquer et on vous aidera dans le processus pour s'assurer que tout est respecté comme écrit dans le guide qui vous est donné en gros avec notre microdonnées. Parfait, merci. Puis vous avez parlé aussi de la possibilité de fusionner ces données-là avec d'autres données qui sont disponibles dans les centres de données de recherche. J'imagine que ça vaut, étant donné que la base échantillonnale, c'est des entreprises, il pourrait être possible qu'un chercheur fasse une demande de fusion avec des données dans d'autres ensembles de données qui concernent les entreprises canadiennes qui auraient répondu à ça. Oui, OK, super. Exactement, exactement. Il s'agit, comme je l'ai mentionné, pour les fichiers coupables, il faut soumettre une demande et dans la demande, on a des critères pour s'assurer que vous allez utiliser les données comme il les faut et aussi pour nous faire savoir comment vous allez l'utiliser parce que l'accès ne peut pas être donné à tout le monde. Donc, une fois que ces critères sont respectés, évidemment, vous pouvez fusionner avec d'autres données qui sont disponibles si vous êtes éligible, en gros. Vous pouvez avoir accès à ces données aussi. Parfait. Puis, c'est une enquête qui a débuté. J'ai une autre question, là, je ferai vous accorder attention, mais c'est une enquête qui a débuté en 2019. On a eu, bon, En là, c'est à 2017. chaque année. Puis là, je viens de voir sur votre site web qu'il y a l'édition 2022 aussi, là, qui a été produite. Donc, j'imagine que c'est une enquête transversale qui va être répétée, là, à chaque année, étant donné que c'est un sujet assez important. Est-ce que c'est possible de fusionner différentes éditions finalement de ces données-là? Est-ce qu'il y a c'est pas faire une analyse longitudinale, mais vous voyez, ben, peut-être, oui. C'est les mêmes entreprises qui ont répondu d'une année à l'autre. Euh, je vais juste confirmer avec mon collègue. Oui. Comme il se connaît plus, il a travaillé beaucoup plus longtemps sur, Ah, sur pas de cette souci. enquête que moi. Oui. Ouais, donc je suis de retour. Donc oui, vous pouvez accéder, bon, vous pouvez étudier les résultats de toutes les itérations, mais comme vous avez mentionné, ce n'est pas toujours les mêmes entreprises qui Ouais. répondent aux mêmes, donc à chaque itération. Donc l'échantillon change évidemment. C'est pas toujours les mêmes entreprises, donc ça c'est pas cohérent Hum. de dire que les entreprises qui ont répondu en 2017 sont ceux qui ont répondu en Voilà, 2019 mais ainsi de suite. Et pour l'enquête que vous avez vue pour l'année 2022, c'était auprès des organisations gouvernementales, donc c'était pas auprès des entreprises ah, canadiennes. OK, Oui, merci donc de préciser. Oui. ouais, c'était la première fois que cela a été fait, mais évidemment, essentiellement, plus tard, on va essayer de voir comment fusionner les deux. Donc, l'enquête qui est faite au sein des organisations gouvernementales et puis aussi l'enquête qui est faite auprès des entreprises canadiennes. Ben, merci beaucoup. Oui, très intéressant.
Je vois pas d'autres questions dans le chat. Encore une fois, merci beaucoup, Anna, pour cette présentation-là. C'est vraiment un sujet important. Puis j'invite tout le monde, si vous avez des questions pour accéder à ces données-là, écrivez au SIX. Et puis sinon, ben, on va rendre disponible la présentation PowerPoint sur notre site web. Puis bientôt, cette présentation-là sera rendue disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.